Comment est né l'État d'Israël? Les programmes scolaires français demandent de consacrer à ce sujet 1 ou 2 heures en classe de terminale. L'intitulé exact du programme est 1948, naissance de l'État d'Israël. Les manuels scolaires reprennent exactement cet intitulé et traitent en général la question en une page ou une double page avec des exercices, des documents et des questions qui sont posées aux élèves. Le problème, c'est que le titre ne correspond pas à la réalité, à mon avis. En effet, 1948, ce n'est pas la naissance d'Israël, c'est son indépendance. La naissance, le début de la construction de cet État, c'est beaucoup plus ancien, c'est au moins 28 ans plus tôt ou 30 ans plus tôt. Je pense que la date de 1920 rassemble à peu près tous les éléments, en tout cas ceux qui vont être constitutifs de l'État au travers de plusieurs piliers que nous allons voir. À la fin de l'année 1917, les troupes britanniques entrent dans Jérusalem. La Palestine est conquise, les Turcs sont chassés. Les sionistes ne vont pas profiter de cette occasion d'une vacance du pouvoir pour constituer un État. Ils en sont bien incapables, ils sont beaucoup trop peu nombreux, mais ils vont profiter de la présence britannique pour pouvoir développer l'idée d'un foyer juif en Palestine, en l'occurrence sioniste, qui a été promis par les Anglais quelques semaines avant l'entrée dans Jérusalem lors de la déclaration Balfour. En 1918, une commission sioniste est formée avec à sa tête Chaim Weizmann. Weizmann est d'origine biélorusse, sioniste, il vit à Londres, et Weizmann va mettre toute son énergie pour essayer d'arracher aux Anglais, aux Britanniques, toutes les possibilités, toutes les prérogatives, toutes les compétences possibles pour les donner à l'organisation sioniste. Ceci en accord avec les Anglais, puisqu'il a lui-même participé à la déclaration Balfour. En 1920, la commission sioniste fait procéder à l'élection d'une assemblée, la future Knesset. Bien évidemment, c'est un pilier essentiel, le premier pilier de l'État en construction. C'est un symbole très fort. Cependant, les autres éléments du pouvoir politique, du pouvoir exécutif vont garder de l'importance. En effet, la commission sioniste ne va laisser à cette assemblée qu'un rôle surtout consultatif. Elle garde en fait l'essentiel du pouvoir politique et elle l'exerce surtout de l'extérieur au travers de l'organisation sioniste mondiale. Toujours en 1920, Vladimir Jabotinsky, qui est un Russe d'Odessa, crée une institution qui va être extrêmement importante, c'est l'armée, la Haganah, celle qu'on va appeler un petit peu plus tard la Haganah. Dans un premier temps, les Anglais sont contre, ils vont même le réprimer, mais rapidement, ils finissent par l'admettre. Par admettre la Haganah, et beaucoup plus tard, ils vont même collaborer avec elle. Alors c'est très important, pourquoi? Parce que cette Haganah va envoyer des conseillers un petit peu partout, dans toutes les petites colonies sionistes qu'il y avait en Palestine. Et il y en avait une centaine, même un petit peu plus d'une centaine, disséminées partout dans le pays. Et ces toutes petites colonies, ces petits villages, souvent avaient leur propre milice de défense. Avec la Haganah, qui va fédérer, au fond, ces milices, qui envoient des conseillers, on peut dire qu'il y a une unification militaire du pays. Donc, au lieu qu'il y ait des colonies sionistes, il n'y a plus que la colonie. Il n'y a plus que la colonie sioniste. C'est donc un élément essentiel dans la formation de l'État. En 1920 est créée une dernière institution capitale, c'est la Histadrut, le syndicat. Ce syndicat n'est pas qu'un simple syndicat qui gère les rapports entre patronat et salariés, ça va bien au-delà. C'est lui qui organise souvent d'ailleurs la venue d'un patronat et l'organisation générale de la production, mais il ne se contente pas de ça, il s'occupe de tous les aspects de développement
du pays, d'aménagement, de construction, et puis aussi la vie sociale, c'est véritablement celui qui va structurer toute la vie de la communauté sioniste de Palestine, que ce soit dans les petits villages éloignés ou dans les grandes villes. Ce syndicat prend tellement d'importance que Sandrine Mansour a dit qu'il était devenu un État dans l'État. C'est David Ben-Gurion, originaire de la Pologne occupée par les Russes, qui prend la tête de la Histadrut en 1921. En 1922 paraît le texte du mandat anglais sur la Palestine. Et on s'aperçoit que le développement du foyer national juif est le seul objectif. C'est l'objet même du mandat, il n'y en a pas d'autre. Une agence juive est prévue, créée, mais dans un premier temps, elle va surtout être liée à l'organisation sioniste mondiale et elle ne va que indirectement administrer la Palestine. En fait, c'est en 1929 que cette agence va se recentrer, se situer sur la communauté sioniste de Palestine elle-même et d'une certaine façon s'affranchir des sionistes du reste du monde. Sauf sur un point, c'est le budget. De très généreux et très riches donateurs sionistes d'Amérique ou d'Europe vont donner énormément d'argent à cette agence juive, si bien que, au fond, on peut dire que cet État, qui avait les piliers qu'on a vus, qui avait les institutions, eh bien, il dispose aussi d'un budget. Phénomène, bien évidemment, extrêmement important. L'agence juive a deux missions essentielles. D'abord, l'achat de terres et ensuite l'immigration, y compris quelquefois contre l'avis des Britanniques lorsque les rapports se tendent à la fin des années 30. L'agence juive va s'occuper d'autres domaines et elle va, elle aussi, avoir ses ministères, son administration, en plus de l'administration anglaise, mais en coordination avec l'administration déjà du syndicat de la Histadrut. En 1935, David Ben-Gurion, qui contrôlait déjà le syndicat, la Histadrut, et indirectement la Haganah, est élu président de l'agence juive, si bien que l'État se trouve avec à sa tête un monarque, un ciment, dans la personnalité de David Ben-Gurion. Alors nous avons vu les institutions dont disposait cet État. Mais il n'y a pas que des institutions, il y a aussi des symboles. Le nouvel État se donne des symboles. Et par exemple, en 1933, la Hatikva devient l'hymne officiel sioniste. Et puis il y a le drapeau. Et il y a un nom, Eretz Israël, c'est-à-dire la terre d'Israël ou le pays d'Israël. Ce nom dont les initiales figurent sur les timbres à la suite de la transcription en hébreu du mot Palestine. Alors cet État, au fond, il ne lui manque que deux choses, un territoire et l'indépendance. Pour David Ben-Gurion, l'indépendance, c'est l'objectif premier, essentiel. Il ne conçoit pas un État sans indépendance et il va vouer véritablement toute son action à ça. Et puis il y a le territoire. Le territoire, il est conquis, en fait, à partir de l'annonce du plan de partage des Nations Unies, le 29 novembre 1947. L'armée, la Haganah, se lance avec d'ailleurs d'autres milices à l'assaut d'abord des quartiers palestiniens, des villes prévues dans ce qui doit être l'État juif, mais aussi se lance à l'assaut deux zones prévues pour être palestiniennes, comme par exemple la ville de Saint-Jean d'Acre, Acre au nord, ou bien la ville de Jaffa sur la côte méditerranéenne, plus au sud, une ville qui, elle aussi, donc devait être dans la partie non juive, dans la partie arabe, dans l'État arabe de Palestine, et qui n'est que très mollement défendue par les Anglais.
Et quelques mois plus tard, avec le plan Dales, au mois de mars 1948, c'est presque toute la zone contenue dans les frontières actuelles d'Israël, hormis les territoires occupés, qui est conquise, qui est intégrée dans le territoire de cet État d'Israël qui n'est pas encore tout à fait indépendant. Les Palestiniens sont la plupart du temps expulsés, déplacés, parfois concentrés dans des camps à l'intérieur même du territoire conquis, ou bien alors massacrés, parfois massivement. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que cet État, il est d'un bout à l'autre, et encore aujourd'hui, un État essentiellement pensé pour une ethnie. C'est l'État des citoyens juifs essentiellement, et disons des citoyens sionistes même pendant longtemps. Ce n'est pas un État qui désire exercer son autorité sur tous les habitants d'un territoire. Les non-juifs sont en dehors de la société, en dehors du domaine de l'État, et on le voit encore aujourd'hui, par exemple, à la façon dont les villes palestiniennes ou dont les quartiers arabes des grandes villes sont délaissés, sont en dehors souvent des réseaux et livrés à la délinquance, etc., au manque de services. Ce n'est pas l'affaire de cet État. Donc c'est un État qui veut un territoire continu, oui, mais en exerçant son autorité que sur une communauté. C'est ça qu'il faut avoir bien présent à l'esprit pour comprendre la situation d'aujourd'hui. Durant toute la période mandataire, l'État naissant d'Israël s'est occupé essentiellement de sa communauté, tandis que l'armée anglaise, le pouvoir anglais administratif et militaire, s'est principalement occupé de lutter contre la résistance palestinienne, avec parfois l'appui de la Haganah, de l'armée sioniste. Et on en arrive maintenant à l'indépendance en 1948, le 14 mai 1948, la veille de la guerre qui va voir Israël et quelques pays voisins se disputer ce qui aurait dû être l'État palestinien. C'est là qu'on retrouve les éléments qui sont dans les manuels scolaires. Confondre l'indépendance avec la naissance, c'est confondre le monde du droit, des déclarations, avec la réalité qui est normalement l'objet de la connaissance historique. Ici, en plus, c'est une occasion manquée parce qu'Israël est le seul pays dont on étudie la naissance au cours de la scolarité. Et puis, c'est compliquer énormément les choses. Ça rend la suite des événements incompréhensible. Si on ne voit pas que 1948 n'est qu'une étape, alors on ne va pas non plus comprendre 1967. Alors on va croire que le conflit israélo-palestinien est un différend frontalier, voire une guerre de religion. On ne va pas voir pourquoi les traités de paix échouent. Alors on va penser que c'est à cause des extrémistes ou d'une mauvaise volonté des uns et des autres. Alors qu'en fait les choses sont beaucoup plus simples. Ce n'est pas un différend frontalier, c'est une guerre coloniale, une banale guerre coloniale, une conquête qui est encore inachevée.